Pour ces Israéliens, la prison vaut mieux que la guerre à Gaza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un monde où les choix les plus courageux sont souvent ceux qui dérangent, certains Israéliens font un acte de défi remarquable. Ils préfèrent mettre la prison plutôt que de prendre les armes et combattre à Gaza. Ce geste puissant soulève des questions cruciales sur la conscience, le courage et la résistance face à la violence. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel d'écouter ces voix qui refusent la guerre au nom de leurs convictions profondes. Si ce récit vous touche, si vous croyez en la force du courage individuel contre la machine de la violence, abonnez-vous pour ne rien manquer, partagez cette vidéo pour amplifier ces voix indispensables et likez pour montrer votre soutien à ceux qui osent dire non. Ensemble, faisons résonner le message du pacifisme et de la liberté de conscience dans le monde entier, plutôt la prison que la guerre. C'est le choix radical que font de plus en plus de jeunes Israéliens. Alors que les bombes tombent sur Gaza et que le service militaire reste une obligation sacrée en Israël, une minorité de voix s'élève et choque l'opinion publique. Des garçons et des filles, souvent à peine sortis de l'adolescence, refusent de porter l'uniforme, de franchir la frontière, de prendre part à un conflit qu'ils jugent injuste, immoral ou tout simplement insoutenable. Depuis le 7 octobre 2023, la guerre entre Israël et le Hamas a plongé la région dans une spirale de violence sans précédent. Tsahal, l'armée israélienne, appelle massivement les jeunes à servir dans les unités combattantes. Mais tous ne répondent pas à l'appel. Face à cette machine bien huilée, certains disent non. Et ce non, ils sont prêts à le payer cher. Procès, emprisonnement, marginalisation, insultes. Le prix à payer pour rester fidèles à leurs convictions. Ce ne sont pas des lâches. Ce ne sont pas des traîtres. Ce sont des objecteurs de conscience. Ils affirment que la paix ne se construit pas avec des fusils, que la sécurité ne justifie pas tout, et qu'un peuple ne peut pas en opprimer un autre sans en souffrir lui-même. Mais pourquoi ces jeunes refusent-ils de servir? Qu'est-ce qui les pousse à défier l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, quitte à sacrifier leur liberté? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans leur parcours, leurs doutes, leurs luttes, et comprendre pourquoi, pour eux, aller en prison est un acte de résistance. Pour comprendre le refus de certains jeunes Israéliens d'entrer dans l'armée, il faut revenir aux racines d'un conflit vieux de plus de 75 ans. Le conflit israélo-palestinien est l'un des plus longs et les plus complexes de l'histoire moderne. Il puise ses origines dans la fin du mandat britannique en Palestine, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec la création de l'État d'Israël en 1948. Cette proclamation a entraîné une première guerre avec les pays arabes voisins et l'exode de centaines de milliers de Palestiniens, un événement appelé la Nakba, ou catastrophe par les Palestiniens. Depuis, la région est restée marquée par une série de guerres, d'occupations, d'intifadas, de négociations avortées et de violences cycliques. En 1967, après la guerre des 6 jours, Israël occupe la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Bien que les colonies israéliennes dans Gaza aient été évacuées en 2005, le territoire reste sous blocus israélien strict, avec un contrôle de ses frontières, de son espace aérien et de ses accès maritimes. Depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007, Israël considère Gaza comme un territoire ennemi. La relation entre Israël et Gaza est ponctuée de conflits armés récurrents. En 2008, 2012, 2014, 2021 et plus récemment, en 2023, après les attaques du Hamas sur le territoire israélien. Le 7 octobre 2023 a marqué un tournant brutal. Des milliers de roquettes ont été tirées sur Israël. Des civils ont été tués ou pris en otage. En réponse,
Israël a lancé une vaste opération militaire à Gaza, causant des milliers de morts et de blessés parmi la population palestinienne, souvent civile. Dans ce climat tendu, le service militaire obligatoire reste un pilier de la société israélienne. Chaque citoyen juif israélien est tenu de servir dans l'armée à partir de 18 ans, 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes. Le service peut être prolongé ou renouvelé, notamment en temps de guerre. Le refus de servir est lourdement sanctionné, sauf pour certains groupes religieux ou motifs médicaux très spécifiques. L'objection de conscience, elle, reste peu reconnue officiellement et est souvent traitée au cas par les tribunaux militaires. La guerre en cours a renforcé la pression sur la jeunesse israélienne. Des campagnes de mobilisation massive ont été lancées et toute opposition est mal vue. Le débat public est polarisé, souvent dominé par des discours sécuritaires et nationalistes. Mais malgré ce climat, une minorité persiste à s'opposer ouvertement à l'enrôlement. À l'international, les réactions sont contrastées. Certains pays soutiennent le droit d'Israël à se défendre, tandis que d'autres dénoncent l'ampleur des bombardements et appellent à un cessez-le-feu immédiat. Des ONG, des experts en droits humains et des citoyens du monde entier expriment leur indignation face aux conséquences humanitaires du conflit, notamment à Gaza, où les civils payent un lourd tribut. C'est dans ce contexte explosif que certains jeunes Israéliens font un choix radical, celui de ne pas participer à cette guerre. Ils remettent en cause le devoir militaire au nom de principes moraux, politiques ou humanitaires. Pour eux, la justice ne peut pas être construite sur la peur, ni la sécurité sur la domination. Qui sont ces jeunes Israéliens? Ils ont 17, 18, parfois 19 ans. Ils s'appellent Yael, Noam, Itay ou Lior. Ce sont des jeunes Israéliens nés dans une société où l'armée fait partie intégrante de la culture nationale. À l'école, on les prépare mentalement au service militaire dès l'adolescence. Dans les familles, on parle de Tsahal avec fierté. Dans les rues, les soldats en uniforme sont omniprésents. Mais malgré ce cadre où le patriotisme militaire est valorisé, certains refusent de suivre la voie toute tracée de l'enrôlement. Ces jeunes ne sont pas détachés de la société israélienne. Ils en sont le produit. Ils ont grandi en entendant les sirènes retentir, en courant vers les abris, en vivant dans la peur des attaques. Mais au lieu de répondre par la force, ils ont développé une autre vision du monde, pacifiste, critique, souvent marginale. Ce sont des voix qui osent de remettre en question l'évidence de la guerre, l'idée que la sécurité ne peut s'obtenir que par la supériorité militaire. Pour beaucoup d'entre eux, ce refus naît d'une interrogation identitaire profonde. Comment défendre un État en tuant? Comment se battre pour la liberté tout en privant un autre peuple de la sienne? Ces jeunes refusent de servir dans une armée qu'ils accusent de perpétuer l'occupation, d'alimenter la haine et de rendre impossible toute paix durable avec les Palestiniens. Certains viennent de familles laïques, d'autres de foyers religieux. Certains sont issus de milieux aisés, d'autres de quartiers populaires. Leur point commun? Une conscience politique affirmée, une capacité rare à dire non à la norme. Ils se définissent souvent comme objecteurs de conscience, antimilitaristes ou défenseurs des droits humains. Leur engagement s'inscrit dans une tradition de contestation en Israël. Dès les années 1980, des groupes de soldats refusent de servir dans les territoires occupés. Le terme « refusnik » apparaît pour désigner ces personnes qui disent non au service militaire par choix idéologique. En 2004, l'organisation Breaking the Silence est fondée par d'anciens soldats qui dénoncent publiquement les abus observés lors de leur service dans les territoires palestiniens. D'autres mouvements comme Yesh Gvul, New Profile ou Mesarvot accompagnent les jeunes dans leur démarche de refus.
Ces groupes fournissent une aide juridique, médiatique et psychologique à ceux qui choisissent de s'opposer à la conscription. Ils publient des témoignages, organisent des conférences, alertent l'opinion israélienne et internationale. Aujourd'hui, ce sont des jeunes comme Alon, 19 ans, qui déclarent publiquement « Je ne veux pas participer à l'oppression d'un autre peuple. Je préfère aller en prison que traverser la frontière vers Gaza avec un fusil à la main. » Ce sont aussi des groupes de lycéens qui, chaque année, signent des lettres collectives pour annoncer leur refus à l'armée, malgré les conséquences. Ce refus ne va pas sans coup. Être un objecteur en Israël, c'est souvent être marginalisé, considéré comme un traître, et parfois même renié par sa propre famille. Mais ces jeunes assument leur position avec une détermination qui force le respect. Ils veulent prouver qu'aimer son pays ne signifie pas forcément obéir aveuglément. Ce ne sont pas des naïfs. Ils savent que leur choix ne changera pas la politique de l'État du jour au lendemain. Mais ils refusent d'y participer. Et dans une société où le silence est souvent la règle, leurs paroles, aussi minoritaires soient-elles, résonnent comme un acte de courage. Refus militaire, loi et conséquences. En Israël, le service militaire est obligatoire pour la majorité des citoyens juifs. Les hommes doivent en servir pendant 32 mois, les femmes 24 mois, à partir de l'âge de 18 ans. Ce service est perçu non seulement comme un devoir national, mais aussi comme un rite de passage social. L'armée est l'une des institutions les plus puissantes du pays, tant sur le plan militaire que culturel. Refuser d'y participer, c'est donc s'opposer frontalement à une norme profondément enracinée. Dans ce système, les cas de refus de servir sont relativement rares, mais ils existent. Le statut d'objecteur de conscience est reconnu de manière très limitée. En théorie, il est possible de demander une exemption pour raisons morales ou philosophiques. Mais en pratique, seules quelques dizaines de jeunes parents parviennent à obtenir ce statut, souvent après de longs processus d'évaluation psychologique ou idéologique menés par des comités internes à l'armée. Les autres, ceux qui refusent sans autorisation préalable, sont traités comme des déserteurs ou des insoumis. Ils sont alors jugés par des tribunaux militaires, souvent de manière répétée, car la peine n'est infligée que pour quelques semaines à la fois. Certains passent plusieurs mois en détention, à raison de peines successives, de 20 à 30 jours. Ce système rend leur emprisonnement particulièrement éprouvant psychologiquement, puisqu'il est indéfini dans sa durée. Les conditions de détention dans les prisons militaires sont dures. L'isolement, la stigmatisation et la pression psychologique sont courants. Ces jeunes sont parfois privés de visites ou placés à l'écart des autres détenus. Le but est clair: les briser moralement pour qu'ils finissent par céder. Refuser de servir, c'est aussi accepter d'être marginalisé dans la société civile. Sans certificat de service militaire, il devient plus difficile d'accéder à certains emplois, à des études supérieures ou à des aides publiques. L'armée reste un filtre social puissant, et en être exclu peut avoir des conséquences durables sur une carrière ou une intégration sociale. En dépit de cela, certains jeunes persistent dans leur refus. Ils publient des lettres ouvertes, alertent les médias, interpellent l'opinion publique. Ce sont des objecteurs de conscience, dans un pays où la conscience, justement, est souvent étouffée par les exigences sécuritaires. Leur combat ne se limite pas à une bataille juridique, c'est un acte de résistance face à un système qui ne tolère pas la dissidence. Témoignage puissant. Derrière chaque refus de servir, il y a une histoire, un visage, un choix personnel souvent déchirant. Ces jeunes Israéliens ne se contentent pas de désobéir en silence. Ils prennent la parole, écrivent, témoignent. À travers leurs récits, on découvre un mélange de peur, de lucidité,
de révolte, mais surtout de courage. Voici 3 trajectoires emblématiques. Yael, 19 ans, Tel Aviv. On m'a dit que j'étais une traîtresse, mais je refuse de croire que tuer est un acte patriotique. Yael a grandi dans une famille laïque, dans un environnement où l'armée était respectée, mais pas glorifiée. À 17 ans, elle commence à s'informer sur le conflit israélo-palestinien de manière plus critique. Ce qu'elle découvre la bouleverse. Les checkpoints, les démolitions de maisons, les bombardements à Gaza. Elle décide qu'elle ne pourra pas être complice. Quelques mois avant son enrôlement, elle rédige une lettre publique. Je refuse de participer à un système militaire qui perpétue l'occupation, qui nie aux Palestiniens leurs droits les plus fondamentaux. Je préfère aller en prison que de devenir un engrenage de cette machine. Yael est convoquée devant un tribunal militaire. Elle écope de 21 jours de prison, puis 27 jours supplémentaires pour refus réitéré. En prison, elle subit l'isolement, les remarques humiliantes, la solitude. Mais elle tient bon. Sa lettre est reprise par des médias internationaux, ce qui renforce sa détermination. C'était dur, mais j'ai senti que je restais fidèle à moi-même. Je n'ai jamais regretté. Itai, 18 ans, Haïfa Itai, vient d'une famille sioniste traditionnelle. Son père a servi comme officier. Dès son enfance, il rêve de rejoindre une unité d'élite. Mais vers 16 ans, son regard change. Il s'intéresse au mouvement pacifiste, lit des témoignages de Palestiniens, puis découvre le groupe Breaking the Silence. Il se rend dans les territoires occupés avec un groupe d'observateurs. Là, il assiste à des scènes qui le marquent profondément. Un enfant de 10 ans arrêté à un checkpoint, une famille expulsée de sa maison. Il décide qu'il ne portera pas l'uniforme. Lors de son refus public, il déclare « Ce que j'ai vu, je ne peux pas l'oublier. On ne peut pas parler de défense quand on prive un peuple entier de liberté. » Itai passe 58 jours en détention militaire, par vagues successives. Il est assigné à des tâches pénibles, subit la pression de ses camarades et de ses supérieurs, mais aussi des lettres anonymes et des menaces sur les réseaux sociaux. C'est en prison que j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai reçu des centaines de messages de soutien, y compris de Palestiniens. J'ai compris que résister, c'est parfois désobéir. La lettre collective des Shministim 2024. En mars 2024, un groupe de 64 lycéens israéliens signe une lettre ouverte au gouvernement et à Tsahal, annonçant leur refus collectif de servir dans l'armée. Ce mouvement, appelé Shministim, élèves de terminale, n'est pas nouveau. Il existe depuis les années 1970, mais chaque génération le renouvelle avec ses propres mots. Dans cette lettre, on peut lire « Nous refusons de participer à la politique d'occupation, d'apartheid et de racisme menée par notre gouvernement. Nous croyons à l'égalité, à la paix et à la justice. Ce n'est pas en brandissant des fusils que l'on construira un avenir. Certains signataires sont emprisonnés, d'autres sont menacés d'expulsion scolaire, d'isolement social. Mais ils tiennent leur position. Ils organisent des conférences, dialoguent avec les médias et deviennent un symbole d'une autre jeunesse israélienne. Nous avons peur. Mais nous avons plus peur encore de ce que nous deviendrions si nous acceptions de fermer les yeux. Ces témoignages montrent une autre facette d'Israël, celle d'une jeunesse qui, au nom de la conscience, refuse d'obéir aveuglément. Ils n'ont pas choisi la facilité. Le prix de leur engagement est lourd. Mais ils ont compris une chose essentielle. Le véritable courage ne réside pas toujours dans l'obéissance, mais parfois dans le refus. Réaction dans la société israélienne.
Le refus de servir dans l'armée divise profondément la société israélienne. Dans un pays où la conscription est une norme sociale, presque un passage obligé, les objecteurs de conscience suscitent des réactions contrastées, allant de l'admiration au rejet total. Une large partie de la population perçoit encore le service militaire comme un devoir patriotique. Pour beaucoup, refuser de porter l'uniforme, surtout en temps de guerre, c'est trahir son peuple, abandonner ses camarades, voire aider l'ennemi. Dans certains milieux conservateurs ou religieux, les objecteurs sont violemment critiqués, accusés de fuir leurs responsabilités ou de se faire manipuler par des organisations de gauche. Des responsables politiques vont plus loin. Des ministres, en particulier dans les gouvernements nationalistes récents, qualifient ces jeunes de privilégiés, déconnectés, voire agents de l'étranger. Le ministre de la Défense a déclaré qu'il n'y avait pas de place dans l'armée pour ceux qui remettent en cause l'existence même d'Israël. Le Premier ministre a, lui, parlé de trahison morale. À l'inverse, des voix progressistes défendent les objecteurs. Des figures politiques de gauche, des universitaires et d'anciens soldats affirment que ces jeunes représentent le courage civique et qu'ils osent poser les questions que l'État préfère éviter. Ils rappellent que la démocratie repose aussi sur la liberté de conscience, y compris face à l'autorité militaire. Les médias israéliens couvrent le phénomène avec prudence. Les grands journaux comme Haaretz publient régulièrement des tribunes favorables aux refusniks, ainsi que des enquêtes critiques sur les opérations à Gaza ou en Cisjordanie. En revanche, des chaînes plus conservatrices ou des sites alignés sur le gouvernement relaient souvent un discours accusatoire, voire hostile. Sur les réseaux sociaux, le clivage est encore plus marqué. Les objecteurs reçoivent des messages de haine, parfois des menaces, mais aussi un grand nombre de soutiens, notamment de la diaspora juive progressiste et d'intellectuels internationaux. Des campagnes de solidarité émergent, des pétitions circulent, des vidéos de soutien deviennent virales. La société israélienne est donc traversée par une tension profonde, entre devoir collectif et conscience individuelle, entre sécurité nationale et valeurs universelles. Le refus militaire, bien que minoritaire, agit comme un révélateur. Il met en lumière une jeunesse qui n'accepte plus le statu quo et qui ose poser une question brûlante. Peut-on aimer son pays tout en refusant de le servir avec une arme à la main? L'objection de conscience, définie comme le refus de participer à certaines actions pour des raisons morales, religieuses ou philosophiques, est reconnue dans plusieurs pays avec des cadres juridiques variés. En Allemagne, elle bénéficie d'une reconnaissance légale forte, notamment dans le domaine du service militaire. Depuis l'après-guerre, la Constitution allemande garantit le droit à l'objection de conscience, permettant aux individus de refuser la conscription en faveur d'un service civil alternatif. Ce droit s'inscrit dans une perspective de protection des droits humains, où la liberté de pensée, de conscience et de religion est prioritaire. Le cadre juridique y est clair et bien encadré, assurant un équilibre entre les exigences de l'État et les convictions personnelles. En Corée du Sud, la situation est plus complexe. L'objection de conscience pour motif pacifiste est officiellement reconnue, mais le pays maintient un service militaire obligatoire strict. Jusqu'à récemment, les objecteurs de conscience étaient souvent poursuivis et emprisonnés, ce qui a soulevé de vives critiques internationales concernant la violation des droits humains. Cependant, sous pression internationale et par des décisions récentes de la Cour constitutionnelle, des mesures commencent à être mises en place pour permettre un service civil de remplacement, marquant une avancée significative vers la reconnaissance des droits des objecteurs. En Turquie, l'objection de conscience n'est pas légalement reconnue. Le service militaire obligatoire est rigoureusement appliqué et le refus d'y participer est sanctionné pénalement.
Cette situation est fait fréquemment critiquée par les organisations internationales de défense des droits humains, qui soulignent l'absence d'alternatives légales pour les objecteurs et la persistance de peines sévères, y compris des peines de prison. Cette politique reflète une approche stricte qui privilégie la sécurité nationale au détriment des libertés individuelles, suscitant des débats internes sur la nécessité d'une réforme. Ainsi, si l'Allemagne incarne un modèle de reconnaissance juridique claire et protectrice des droits des objecteurs, la Corée du Sud est en transition vers une meilleure prise en compte, tandis que la Turquie reste encore fermée à cette reconnaissance. Ces différences illustrent la diversité des réponses légales à la question de l'objection de conscience et leur lien avec la manière dont chaque société concilie droits humains et impératifs nationaux. L'objection de conscience soulève des enjeux profonds à la croisée des dimensions humaines, morales et politiques. Elle interroge la liberté individuelle face aux obligations collectives, le respect des convictions intimes face aux impératifs de la société. Sur le plan humain, elle met en lumière le courage nécessaire pour défendre ses valeurs, parfois au prix de lourdes sanctions. Moralement, elle questionne la légitimité d'imposer des actes contraires à la conscience personnelle, notamment dans des contextes sensibles comme la guerre ou les soins médicaux. Politiquement, elle engage les États à trouver un équilibre entre sécurité nationale et respect des droits fondamentaux, garantissant que la pluralité des croyances soit reconnue sans mettre en danger la cohésion sociale. Face à ces tensions, la reconnaissance légale de l'objection de conscience apparaît comme un marqueur essentiel de progrès démocratique et de respect des droits humains. Pourtant, cette reconnaissance n'est ni universelle ni toujours acceptée, ce qui maintient le débat vif dans de nombreux pays. Est-ce donc une trahison ou un acte de courage? Cette question invite chacun à réfléchir sur la complexité des choix individuels et collectifs et à partager son point de vue. Comment concilier devoir civique et respect de la conscience personnelle? Je vous invite à en discuter et à enrichir cette réflexion. Ce choix courageux de ces Israéliens, qui préfèrent faire la prison plutôt que de participer à la guerre à Gaza, nous rappelle que la paix et la conscience ne sont jamais des faiblesses, mais des forces extraordinaires. Leur détermination est un appel à chacun d'entre nous. Ne jamais abandonner nos valeurs, même face aux pressions les plus intenses. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez au pouvoir du courage et à la nécessité de défendre la paix, alors n'hésitez pas. Abonnez-vous pour suivre ces récits essentiels, partagez cette vidéo pour que ce message de courage et d'humanité voyage loin, et likez pour soutenir ceux qui choisissent la voie de la conscience. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la justice et la paix priment, qu'Allah le Tout-Puissant guide nos pas sur le chemin de la sagesse, de la patience et de la paix. Qu'il nous accorde la force de défendre la vérité et la lumière dans les moments d'obscurité. Amin.